Bonjour Camini. Bonjour. Bonjour, on est aussi avec Julien Rambaldi, on te connaît moins, Oui. mais vous êtes tous les deux. Bonjour, vous avez tous les deux travaillé sur le film Marly Gaumont, bienvenue à Marly Gaumont. Première question avec Camini, est-ce que dès le début, vous aviez l'idée de faire passer cette chanson en film? Alors à la base, j'avais commencé à écrire en 2009 une sitcom comme Le Prince de Bel-Air. Sauf que là, au lieu que ce soit une famille de blacks à Bel-Air dont le père est avocat, ce serait une famille de blacks à la campagne dont le père est médecin. Mais suite au décès de mon père en 2009, justement, j'ai commencé à switcher un peu l'axe d'écriture et la technique d'écriture vers un scénario de long métrage. Je l'ai abouti en 2012. Donc ça a été très vite. En 2012, je contacte deux producteurs dont j'avais le réseau un peu au Festival de Cannes. Donc je descends à Cannes à leur rencontre et les deux sont séduites par mon scénar. Il fallait que j'en choisisse une des deux, donc j'ai pris Pauline Duhaut d'Elia Film, que je remercie encore d'avoir monté le projet, qui a voulu développer le projet avec moi, et ensuite voilà, on s'est mis tous les deux d'accord sur un réalisateur, une étoile montante du cinéma, Julien Rambaldi, qui a chopé le scénar au vol, qui a renforcé avec son écriture sa finesse et sa vision du projet, parce que moi je suis au cœur du projet, c'est mon vécu, tout ça, donc j'ai une vision brute des choses, et Julien justement il a su façonner, à ramener de la finesse, à ramener des silences quand il en fallait, et voilà ce qui fait, il y a une alchimie un peu dans le film, et je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'émotions quand on en ressort. Et Julien, vous, la première fois que vous avez entendu parler de ce projet, c'était comment? Vous avez pensé quoi? C'était simplement donc Pauline Duhaut qui me fait lire le scénario. Et le scénario m'a beaucoup plu, m'a surtout touché. Il m'a fait rire, mais il m'a touché, en fait. Tout le monde attend une vraie, entre guillemets, grosse comédie avec Camini, vu la chanson Marly Gaumont. Mais moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est surtout l'histoire de famille, et puis le personnage de son père, qui a vraiment été une figure dans la région, et en fait on voulait lui rendre hommage. Enfin moi c'est surtout ça qui m'a guidé principalement, c'était rendre hommage à son papa. Il n'y avait même pas une volonté de se détacher, c'est juste que t'écris un film, je me dis pas est-ce que ça va être comme la chanson ou pas. Moi j'ai juste mis sur papier mon vécu et celui de mon père et de ma famille. Et donc voilà, donc forcément une chanson, un clip c'est 5 minutes 11, c'est impossible, c'est impossible de raconter la même chose. C'est pas du tout les mêmes techniques d'écriture, même si on retrouve un peu l'état d'esprit de la chanson, parce que voilà, on aborde les mêmes sujets, la ruralité, les déserts médicaux, et le racisme ordinaire, racisme primaire dans le monde rural dans les années 70, faut quand même rappeler la période. Et donc voilà, non, c'est vraiment même s'il y a des choses qui sont, je dirais, similaires et parallèles, c'est quand même pas la même chose que la chanson, quoi. Justement, vous parliez de racisme dans les années 70, parce que le film se passe dans les années 70. Aujourd'hui, vous trouvez que ça a évolué? Dans quel sens? Comment? Ça a évolué forcément. Je veux dire, on est en 2016, donc forcément, on a gagné la coupe du Monde en 98. Donc, non, les gens à la campagne aujourd'hui savent qu'il y a des Noirs en France. Ils en ont côtoyé. Moi, ce que je peux dire, c'est que mon petit frère, par exemple, à l'école primaire, il a beaucoup moins galéré que moi. Déjà parce que la famille Zantoco, elle était assez connue dans le coin, dans la région. Et bien quand tu dis dans le coin. Et mon père, il avait beaucoup de patients, donc voilà, on était assez intégrés, quoi. Mais après, est-ce que je peux vous répondre, vous dire, est-ce que tout a changé? Est-ce que si je débarquais à l'âge de 6 ans aujourd'hui dans une école primaire à Lenouilly-en-Thiérache ou à Marly Gaumont, est-ce que les réactions seraient vraiment pleinement différentes? Je sais pas, j'ai pas la réponse. Moi, j'ai débarqué là-bas dans les années 70-80. Mais après, comme je dis souvent, à l'école, c'est encore un racisme différent. C'est la différence, surtout la peur de la différence, ou le rejet de la différence. Comme je dis souvent, si j'avais été le seul roux à l'école primaire, on m'aurait sûrement fait chier. Si j'avais été le seul gros à l'école primaire, on m'aurait sûrement aussi embêté. Donc voilà, il faut prendre du recul aussi, hein, sur le racisme ou sur les peurs de la différence, quoi. Et justement, vous, Julien, comment vous avez fait pour vous positionner en tant que blanc pour parler de racisme? Parce que je trouve que toute la beauté de ce film, c'est qu'on voit le point de vue d'une famille noire. Il n'y a pas de grande différence entre nous, hein. Mais non, la question c'était est-ce qu'en effet j'étais légitime même pour raconter cette histoire, et
Et moi, dans ma façon de faire le film, en tout cas, c'est que j'ai été très à l'écoute de Camini en premier. Je lui ai posé pas mal de questions, je lui ai demandé de m'envoyer des photos, parce que souvent les photos de famille, ça raconte aussi beaucoup de choses. Et puis avec les acteurs aussi, j'étais à l'écoute. J'étais comme un témoin, en fait, de toute cette histoire. Quand on se place en témoin et en observateur, c'est déjà beaucoup plus facile de raconter les choses. Et Camini, à quel point ce film est autobiographique ? Il est autobiographique dans le sens où, par exemple, toutes les anecdotes médicales sont vraies. Dans la vraie vie, j'ai 2 frères, 2 sœurs, 2 demi-frères, 2 demi-sœurs. J'ai condensé le vécu de chacun dans 2 enfants, donc un garçon et une fille. Donc c'est vraiment le vécu de notre famille, quoi. Donc ça, c'est authentique. Et en ce qui concerne ma maman, pour ceux qui ont vu le film, ma maman, oui, elle s'ennuyait énormément. Donc forcément, elle appelait beaucoup à l'étranger. Donc il y a vraiment des factures de téléphone exorbitantes. Le seul problème, c'est qu'encore aujourd'hui, elle téléphone beaucoup à l'étranger. Et je dois régler ses factures. mais sinon, oui, c'est mon vécu. C'est ma vie, celui de mon papa et de ma famille au village de Marly-Gaumont. Et voilà, et je pense que si c'était à refaire, on referait pareil. Et vous m'avez dit juste avant l'interview que finalement, ça se passe à Marly-Gaumont dans le film, mais vous ne l'avez pas tourné à Marly-Gaumont. Ça s'est passé comment, le tournage ? Ça s'est très bien passé, mais on l'a tourné ailleurs pour des raisons de production, tout simplement. On l'a tourné en Belgique, dans un petit village en Belgique, mais où l'idée, c'était vraiment de retrouver ce qui faisait la caractéristique du village de Marly-Gaumont. Donc ça y ressemble, je crois, Camini peut le dire. Ah oui, ça y ressemble même dans la façon dont c'est disposé. Donc, même au niveau de l'architecture, on retrouve vraiment le grain des villages du Nord. Et de la Picardie, mais c'est en Flandre, hein, donc la Belgique c'est très proche, hein, donc on a beaucoup de similitudes. Hein. Merci Camini, merci Julien. À vous, merci beaucoup. Bonjour Aïssa Maïga, bonjour Marc Zinga. Aujourd'hui, on est avec vous deux pour parler du film qui va sortir, Bienvenue à Marly-Gaumont. Alors pour commencer, je voulais savoir quelle a été votre première impression quand on vous a parlé de ce projet ? Moi j'ai lu le scénario... Mon agent m'avait simplement dit c'est pour jouer le rôle de la mère de Camini, donc je comprenais pas trop le concept. D'incarner la mère d'un mec qui a 35 ans, j'étais un peu étonnée. Et en fait, c'est l'histoire de Camini quand il était petit, avec ses parents et leur arrivée depuis... Tu veux que je le tienne le micro ? C'est pas relou ça va. Je te le tiendrai après. Non. Donc l'arrivée de ses parents avec sa sœur du Congo dans les années 70, en 1975 exactement, dans un petit village que tout le monde a connu il y a 10 ans, lorsque Camini a sorti son rap parodique Marly-Gaumont. Donc moi j'ai été très embarquée par l'histoire tout de suite. Vraiment, à la lecture, je suis partie avec les personnages et j'ai eu envie de savoir ce qui allait leur arriver. J'ai eu envie que tout se passe bien pour eux. Je me suis indignée, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai été émue. Enfin, j'ai du coup tout de suite dit oui au réalisateur. J'ai lu le scénario avant qu'on m'énonce le concept du projet. Mon agent m'avait dit que c'était une chouette histoire populaire, mais liée effectivement au chanteur Camini. Et j'ai été, comme Aïssa, très touché par le scénario, parce que je trouvais qu'il y avait un vrai savoir-faire dans l'écriture, il y avait des vrais protagonistes, un vrai sujet, un vrai bel équilibre entre la comédie, pas potache, mais accentuée, mais un vrai comique de situation, mais accentué, quoi, avec toute la drôlerie clownesque dont je suis très friand en tant que spectateur. Et d'autre part, l'émotion, la sensibilité, l'humanité, qui est toujours très, très touchante quand elle est bien racontée. Oui. Il me semble que vous êtes tous les deux nés en Afrique, Marc au Congo et Aïssa au Sénégal, et que vous êtes venus en France quelques années plus tard. Est-ce que vous êtes retrouvés dans certaines situations qu'on voit dans le film ? Oui, moi j'ai des souvenirs enfants de mon père... qui était journaliste, donc il parlait très très bien français. Hein, et les gens le regardaient avec beaucoup d'étonnement, il lui parlait pas petit nègre, ça n'allait pas jusque-là, mais avec l'idée qu'il n'allait peut-être pas comprendre ce qu'on allait lui dire. Et puis l'arrivée en France, moi je me suis pas pris la pluie, mais le froid, c'était un mois de novembre, et ça je m'en souviens, j'avais 4 ans et demi, mais je pleurais de froid. Le froid me faisait pleurer tellement ça me rendait malheureuse.
Mais je peux pleurer là. Là, vous faites remonter des émotions impossibles. J'étais familier de ces figures paternelles, intellectuelles, bourgeoises, issues du Zaïre de l'époque. À l'image des enfants qu'on voit dans le film, je suis arrivé enfant en Europe, donc c'est vrai que la projection dans l'histoire était évidente pour moi, quoi. Et ça a fait que rajouter à mon envie, à mon plaisir de la raconter. Ouais. Du coup, vous êtes plus rapproché aux parents ou aux enfants dans le film? Moi, ce que j'essaie de dire justement, c'est que dans mon cas, je me projette dans les deux positions, même si celle que moi j'ai connue, elle est plus proche de celle des enfants. Mais voilà, comme on est acteur, on nous demande de faire aussi ce qui est pas exactement nous. Et pour ça, on doit faire appel à sa mémoire, quoi, à sa mémoire émotionnelle, à sa mémoire des choses qu'on a connues. Bah, en fait, ce qui m'est revenu, c'est surtout ce que je voyais enfant. Et ce que je voyais enfant, c'était notamment les adultes. Je ne me voyais pas tant que ça. J'étais. Et ce que je voyais, du coup, c'était mes tantes notamment, qui pour certaines ressemblent vraiment, elles se reconnaîtront, au personnage d'Anne Zantoko, femme très fière de qui elle est, femme africaine, femme émancipée, maman accomplie, pour laquelle il est hors de question d'avoir à négocier toutes ces parts d'identité. Et qui peuvent être à la fois très aimantes, très drôles, mais qui savent aussi faire preuve de fermeté dans les épreuves et pour lesquelles l'idée de la dignité est mais au-dessus de tout, quoi. Et oui, du coup, je m'en suis beaucoup inspirée pour le personnage d'Anne. Ce film traite beaucoup de racisme, le racisme ordinaire dans les années 70. Comment vous diriez que le racisme a évolué en France depuis ? Oh, le racisme il a bien grandi, il évolue bien, hein, quand même. Puis il se multiplie, il prend différentes formes, et puis il a une reconnaissance sociale, politique, qu'on ne lui connaissait pas, en tout cas pas sous ces formes-là dans les années 70. Mais bon, il n'y a pas que le racisme qui évolue, il y a aussi toute la société qui évolue, et plus, je dirais que d'une certaine façon, plus le racisme évolue, plus l'antiracisme évolue aussi. Et au-delà de l'antiracisme, la cible de discrimination ou de racisme sont aujourd'hui plus à même de porter eux-mêmes leurs paroles, notamment via les réseaux sociaux. Et ça, c'est une différence fondamentale, parce que les idées circulent beaucoup plus vite, et du coup, les lignes de force se voient beaucoup plus rapidement, les unions, les regroupements autour de certaines idées, certaines valeurs également. Donc, on ne peut pas juste regarder le racisme sans regarder ce qu'il génère en face en termes de résistance. Une question que le film soulève intelligemment, c'est que ce racisme ordinaire dont vous parlez, c'est quelque chose qui est dans les humains, quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse, parce que c'est avant tout une peur de l'autre, parce qu'il est inconnu. Et le racisme devient vraiment dangereux, problématique quand il est institutionnalisé, quand il est récupéré par intérêt, quand ces peurs sont ravivées, sont entretenues pour justement pouvoir tirer profit d'une manière ou d'une autre. Alors ça se voit en politique, mais pas uniquement, quoi. Et ça, le film le soulève bien, parce que la peur que les humains ont les uns vis-à-vis des autres, elle est dépassable très rapidement, très facilement. Une fois qu'on se rencontre, on comprend qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous éloignent, quoi. Et donc le problème, il est ailleurs, c'est quand on s'en sert par intérêt. Ouais. Vous parliez un peu de la peur de l'inconnu. Il y a quelque chose qui me marque, moi, dans le cinéma français ou étranger, c'est qu'il y a très peu de noirs dans les films. Là, on a un film sur une famille de noirs, c'est presque extraordinaire. Comment on pourrait faire évoluer les choses ? J'ai la sensation qu'il y a un public qui est tout à fait disponible à ce genre d'histoire, à plus de diversité dans le paysage audiovisuel, dans le paysage cinématographique. J'ai l'impression qu'il y a des artistes qui sont tout à fait disponibles à raconter ce genre d'histoire. Je pense qu'il y a une question simple, économique, concrète
du risque financier que représente ça. Ça a l'air très bête, ça a l'air trivial, mais ça joue beaucoup. C'est-à-dire que dans la chaîne de fabrication de l'industrie, parce que ça reste avant tout une industrie, le cinéma, c'est une industrie qui se sert de l'art, mais c'est pas l'inverse. C'est une industrie, donc c'est quand même un rapport marchand. Et dans cette chaîne-là, il y a beaucoup de ces maillons qui sont disponibles à cette diversité. Et puis il y en a certains chez les financiers, chez les diffuseurs, chez les distributeurs, pour qui la question reste encore malheureusement plus sensible, plus difficile. À la fois chez les financiers, il peut y avoir, enfin chez les personnes décisionnaires, ouais, parfois encore une frilosité ou un manque d'imagination. C'est-à-dire qu'on ne va pas penser aux acteurs qu'on ne voit pas, on pense qu'aux acteurs qu'on voit. Et donc quelque part, c'est un peu toujours les mêmes ou toujours les mêmes styles d'acteurs qu'on va voir. Et en même temps, dans le même temps, depuis une petite dizaine d'années, il y a eu un certain nombre de comédies qu'on appelle communautaires. Bienvenue chez les Ch'tis, La Première Étoile, Tout ce qui brille, Casse départ, etc. Et là, je prends volontairement ces exemples-là parce que ce sont des films avec des Noirs et des Arabes, en gros, pour aller vite, ou avec des gens mis en présence les uns des autres alors qu'ils sont différents, et qui ont été des succès commerciaux. Et du coup, aujourd'hui, on commence à voir dans des comédies communautaires, j'ai oublié qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu que je n'ai pas vu personnellement, des acteurs non blancs, donc asiatiques, noirs, arabes, tout ce qu'on veut, ou presque. Et par contre, dans un cinéma plus large, ça reste encore assez rare. Donc, je sais pas, j'espère qu'il y a quand même des figures comme ça qui vont émerger et que petit à petit, notre présence va se banaliser parce que quand on en parle avec les gens du métier, rares sont ceux qui n'ont pas envie, mais de façon très sincère. Tout le monde se dit, mais oui, c'est vrai, il faudrait, mais il y a un manque de réflexe. On ne pense pas à ces acteurs-là, mais aussi parce qu'il n'y a pas assez de scénaristes qui vont raconter des histoires, communautaires ou pas, mais dans lesquelles ils vont indiquer des idées de physique d'acteurs. Il ou elle est noir, il ou elle est blanc, blond, tout ce qu'on veut. Et ça reste assez monochrome encore. Mais il y a des avancées comme ça sur certains plans. Ah, je vais réussir à finir cette phrase. Tous les deux, il me semble que vous avez plusieurs années de carrière derrière vous, plusieurs décennies presque. Est-ce que vous avez vu une évolution ? On ne serait pas là s'il n'y avait pas d'évolution. Hein. Honnêtement, on ne serait pas là parce qu'il y a encore quelques années, un film avec uniquement des Noirs dans les rôles principaux ou presque, il ne se montait pas. I actually feel like there's a French romantic melancholy too. The like beautiful woman always kind of like being sad, looking out the window, yes, aching.